communication de Daniel Méo, qui est professeur d'esthétique et sciences de l'art à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, spécialiste de la photographie contemporaine et directrice du CIREC, qui, du coup, mettra, elle, en relation l'enquête appliquée au phénomène de l'identité. Donc les formes de l'enquête, comme on l'a vu depuis le début de ces 3 journées, peuvent s'appliquer à différents objets. Le territoire, son aménagement, les modes de vie ordinaires, le fait divers, le palimpseste des indices qui peuplent le paysage. Ils peuvent également s'appliquer au phénomène de l'identité, et donc c'est à ce dernier point que je m'attacherai. Donc la personnalité des sujets pris en considération n'apparaît pas comme une réalité connue ou préexistante, mais dès lors bien comme un objet complexe qui résiste singulièrement aux tentatives mises en place pour le cerner. Donc les artistes qui thématisent cette quête ont tendance à reprendre de façon distanciée et ironique des procédures empruntées par la police criminelle, la justice, ou encore par des démarches qui sont celles des psychologues, des sociologues ou des anthropologues. Donc ces protocoles d'enquête se trouvent répliqués de manière ludique et l'art se fait dès lors outil de questionnement. Donc malgré les efforts et les ruses mises en œuvre pour l'approcher et la circonscrire, l'identité semble rester insaisissable. Les démarches les plus loufoques ne s'avérant finalement pas les moins sérieuses. Mais par-delà la mise en scène du caractère aporétique de cette quête, les œuvres sont néanmoins l'expression d'une tension exercée pour saisir l'être, qu'il s'agisse d'autrui ou de soi-même. Donc ce penchant se trouve dès lors communiqué au récepteur, et il est éprouvé avec d'autant plus de force que justement la quête s'avère être une impasse. Alors je partirai de 4 œuvres dont vous avez le titre sous les yeux. Il s'agit d'œuvres qui ont pour point commun d'être constituées de photographies et de textes, qui sont agencés en des dispositifs hybrides relativement sophistiqués, qu'il s'agisse d'installations ou de livres. Et ces dispositifs travaillent à placer le lecteur-spectateur dans une posture active de questionnement qui le rapproche d'un enquêteur, voire même peut-être parfois d'un inquisiteur. Bon, donc je ne lis pas ce qui est à l'écran. Et donc, par-delà leurs différences, ces œuvres manifestent une commune focalisation sur le phénomène de l'identité, qui est envisagé comme un objet vers lequel on tend par le biais d'une méthode, mais qui, dans le même temps, résiste et se dérobe. Alors, tout d'abord, l'œuvre de Stéphanie Solinas, donc, qui s'intitule Dominique Lambert, qui a été présentée sous forme d'une succession de 10 livres réunis en une sorte de coffret, et puis présentée cet été au Carré d'Art à Nîmes, dans le cadre des RIP 2016. Donc c'est un travail qui s'est développé sur de longues années, 10 ans, en un long protocole, et l'expérience se trouve relatée en préambule du livre comme de l'exposition. Donc l'artiste Stéphanie Solinas a commencé par choisir un prénom, Dominique, qu'elle a retenu selon ses dires parce que c'était un prénom mixte et qu'il était très fréquemment porté. C'est le 27e prénom le plus utilisé en France. Elle affirme ensuite avoir choisi un nom de famille, Lambert, parce que c'était également le 27e patronyme le plus porté en France, dans l'Hexagone. Ensuite, elle a recensé les 191 Dominique Lambert qu'elle a pu trouver dans l'annuaire. Elle leur a envoyé un courrier en leur demandant de bien vouloir se décrire en répondant aux questions d'un portrait chinois. Seuls 21 Dominique Lambert lui ont répondu. Dans un second temps, avec l'aide d'un comité scientifique qui était composé d'un psychologue, d'un inspecteur de police, d'un statisticien et d'un juriste, Solinas a travaillé, à partir de ces portraits chinois, à l'élaboration d'une description verbale de chaque Dominique Lambert. Ensuite, cette description a été transposée en dessin par un artiste et
dans une étape suivante, un enquêteur de la police de l'identité judiciaire a élaboré des portraits robots à partir des dessins. Enfin, en guise de coda, se trouvent livrées les photographies d'identité des 21 Dominique Lambert qui ont répondu à la demande de Stéphanie Solinas, mais rien permet de savoir à quel portrait chinois correspond quelle photo d'identité. Lors du vernissage de l'exposition donc de Arles, les Dominique Lambert qui ont répondu étaient invités. Et cette convocation des Dominique Lambert, comme la présentation des clichés d'identité, se démarque finalement de cette dérive qui est basée sur le phénomène de la ressemblance, de la mimésis, puisqu'elle prend des allures finalement de métalepse, puisque l'on passe d'un monde de la fiction mimétique à des êtres de chair et d'os. Donc c'est une cascade d'équivalents analogiques, s'attachant à traduire l'identité de 21 personnes arbitrairement désignées que propose Solinas. Les représentations s'enchaînent toutes, ça c'est les photos d'identité, les représentations s'enchaînent toutes sur le mode de la mimésis. Il s'agit de méthodes soit utilisées pour l'identification de criminels, soit qui sont des méthodes qui relèvent du domaine du jeu, les portraits chinois, ou encore qui se rapprochent de méthodes utilisées dans le champ de la psychanalyse. Il y a encore des pratiques artistiques puisqu'on a des dessins. Donc, ce sont des modalités de représentation assez hétérogènes qui, finalement, ne se rejoignent que dans leur imperfection et dans leur inaptitude à identifier de manière transitive leurs référents. L'enchaînement global des représentations ressemble un peu au jeu du téléphone arabe, qui aboutit par le biais de la transmission orale d'une information d'une personne à une autre, au constat de sa déformation, soit à la mise en évidence d'une forme d'échec de la communication. On peut penser aussi au fonctionnement de la rumeur, qui déforme les choses. Donc même si elle est absurde, cette chaîne se présente comme un processus de quête de l'identité. Elle illustre l'obligation, somme toute, dans laquelle nous sommes de passer par la mimésis, si imparfaite qu'elle soit, pour approcher l'être. Aucune représentation n'est neutre, elle comporte toujours une déperdition ou un ajout, en tout cas un écart. La succession des analogones imparfaits, insatisfaisants, renvoie en creux à la façon dont l'être se dérobe, sauf à croire qu'au fil des différentes conversions, quelque chose se dise, en fin de compte, des Dominique Lambert. Elle implique en tout cas toujours une relation à l'autre, qui est incarnée soit par le peintre, soit par la photographe, soit encore par un policier. L'autre qui paraît tendre un miroir sans lequel le moi, le sujet, demeurerait invisible. Il n'en reste pas moins que derrière les reflets partiaux, les visions anamorphosantes, l'individualité paraît fuir. Alors plus immédiatement politique, voire agressive, se présente sans doute l'installation Suspect, les 7 pécheresses et les 7 vertueuses, qui a été exposée sous différentes formes. Là, c'est ce qui a été exposé aux abattoirs de Toulouse en 2008. Donc le dispositif est composé d'une large structure cylindrique dans laquelle le spectateur peut pénétrer. Et sur la face externe de ce volume, il y a un titre en lettres blanches, de grosses lettres, qui porte le mot suspect, soit quelque chose qui ressemble à un titre racoleur de la presse à scandale et qui renvoie peu ou prou à la catégorie du fait divers. À l'intérieur même de la structure circulaire, se trouvent disposées les images grand format de 14 adolescentes photographiées en plan rapproché. Donc une fiche sale explique que 7 d'entre elles sont des criminels ayant perpétré des meurtres sanguinaires, tandis que 7 autres sont des jeunes filles innocentes scolarisées dans une école tout à fait réputée de Moscou. Les modèles ont pareillement été photographiés devant un fond neutre et les vues ont été disposées de manière aléatoire. Donc les portraits photographiques cernent
le visiteur, qui se voit, pour ainsi dire, sommé de scruter les visages qui l'entourent afin d'y traquer les indices de la vertu ou du vice. Aucun visiteur, somme toute, ne peut échapper à l'injonction qui lui est faite de jouer ce rôle d'inquisiteur. L'efficacité du dispositif est là. Comme dans le modèle panoptique inventé par Bentham, les visages regardent le spectateur qui, encerclé, détaille en retour les différents portraits. Donc, si faible que soit la curiosité du visiteur pour la presse à sensation ou les faits divers scabreux, il est acculé par le dispositif à essayer d'exercer son jugement, à scruter les visages à la recherche d'indices du bien ou du mal. Il se surprend dès lors à reconduire plus ou moins le type d'enquête prôné par un Cesare Lombroso, donc fin du XIXe siècle. Pour ce dernier, la criminalité est un atavisme de type biologique que trahissent certains traits anatomiques. On peut penser aussi donc à des usages nombreux de la photographie qui ont été faits en ce sens. Je pense à Bertillon ou encore aux tentatives de portraits composites effectuées par Francis Galton, qui tendait à valider l'hypothèse d'une morphologie génétique des individus criminels. Donc le médium, comme vous le savez, a maintes fois été mobilisé au service du maintien de l'ordre et parfois à des fins idéologiques tout à fait suspectes. Donc l'installation dont je parle renvoie également bien sûr à une réalité sociopolitique. Après la dissolution du régime soviétique en 1991, le nombre des délits et des violences a explosé en Russie. Cette situation de crise se trouve pointée par le collectif AES+F. Dans le même sens, le dispositif invite le visiteur à participer à une sorte de jeu de rôle malsain. Il est à son insu transformé en inquisiteur et la conscience même de cette position ne peut manquer d'engendrer chez lui une forme de culpabilité diffuse. Le caractère aporétique de la situation s'impose, les traits ne livrent rien. Toutefois, scruter les visages avec cet objectif amène à les percevoir autrement. Le spectateur tend à discerner une forme de violence inscrite en chaque sujet, conjuguée à une innocence qui paraît pareillement partagée. Tout individu paraît dès lors susceptible de basculer dans le crime. Une ambivalence profonde se trouve suggérée. Et à la dualité des individus répond en symétrie, somme toute, finalement, l'ambivalence même de l'enquête, qui peut être tension vers la vérité et la justice, mais potentiellement aussi instrument de répression. Comme on a pu le dire, dans le roman policier, les personnages se caractérisent par une comparable égalité face au crime. Chacun des protagonistes peut être coupable, le soupçon est généralisé. Les personnages se présentent égaux face à la justice, mais également égaux face aux pulsions criminogènes. Krakauer a mis l'accent sur la concomitance de la naissance du genre et du développement des sciences et des techniques, inscrites dans un même essor de la ratio. Boltanski a insisté sur le fait que l'avènement du roman policier est contemporain de celui de la sociologie, les deux phénomènes manifestant une même forme d'inquiétude face au monde, un même désir de sonder la réalité sociale afin d'en dévoiler la face cachée et les contradictions. Roman policier et sociologie œuvrent à une déconstruction de la réalité apparente. Pour Boltanski, les mêmes formes symboliques habitent les enquêtes du détective et celles du sociologue, fondées sur une attention portée à des événements minuscules, des indices qui se présentent comme autant d'énigmes et se détachent comme des figures sur un fond. Dans une certaine mesure, l'installation du groupe AES+F place le visiteur dans une posture qui l'amène à chercher en vain des saillances au sein de la réalité. Elle met ainsi en cause les formes de l'enquête policière, mais également peut-être aussi sociologique. Donc, je passe à deux autres œuvres, puisque l'identité des autres peut faire l'objet d'une enquête, mais également l'identité de soi.
et c'est ce que met en évidence l'œuvre de Pauline Panasenko, Polina Grigorievna. Donc c'est le titre d'un livre qui transcrit l'enquête effectivement menée par une jeune femme d'origine russe qui vit en France depuis une vingtaine d'années, afin de mieux comprendre son identité par le biais d'une forme singulière de retour aux origines. Donc l'auteur, qui est donc la narratrice de l'ouvrage, raconte comment Pauline est devenue son prénom d'usage depuis son accession à la nationalité française, de sorte qu'elle a peu à peu renoncé à l'utilisation du prénom et du patronyme qu'elle avait reçu à sa naissance. Alors, en Russie, le patronyme figure obligatoirement entre le prénom et le nom de famille sur les papiers d'identité. Il se forme à partir du prénom du père, auquel se trouve accolé un suffixe. Donc pour l'auteur-narratrice, cela donne donc Polina Grigorievna. En quête de ses origines, Pauline Panasenko, puisque c'est ainsi qu'on la nomme en France, retourne en Russie. Elle se transporte, pour ainsi dire, sur le terrain et munie d'un dictaphone, elle réalise des entretiens. Donc selon le protocole qu'elle s'est fixé, elle enregistre les propos de femmes russes d'âge différents qui portent le même prénom et le même patronyme qu'elle. Donc, dans l'ouvrage se succèdent les brefs récits de 5 femmes qui ont donc été sélectionnées en fonction de leur prénom et de leur patronyme, comme si le fait d'être désignées par les mêmes vocables autorisait la supposition d'une quelconque similarité existentielle, selon une étrange forme de cratilisme. À défaut de permettre de cerner une identité commune, l'ensemble des relations travaille à une évocation de la condition des femmes en Russie, aux relations transcrites avec certainement des sensibles ajustements et traduites en français, donc, se trouvent accolées des photographies trouvées par Pauline Panasenko dans un album de famille. Donc les paroles rapportées se conjuguent aux images dans le livre et se conjuguent également... je me suis mal exprimée. Se conjuguent également les paroles rapportées se conjuguent aux images enregistrées dans le dispositif du livre, et cela pousse le lecteur à reconstituer une forme de reconstitution imaginaire. Donc malgré son arbitraire, qui réplique peu ou prou l'arbitraire de la langue, la méthode s'apparente aux procédures auxquelles on recourt la sociologie, l'anthropologie ou même parfois le journalisme d'investigation. L'idée selon laquelle ces femmes pourraient apprendre à la narratrice quelque chose d'elles-mêmes, parce qu'elles portent le même prénom et patronyme, est évidemment une idée relativement loufoque. Ce sont des femmes russes, à l'instar de Pauline Panasenko, mais la ressemblance se limite là. Donc à des techniques d'investigation qui possèdent des allures de sérieux, se trouvent conjuguées par l'artiste des options procédurales incongrues. La méthode adoptée se trouve ainsi mise à distance. Elle est tout à la fois appréciée pour sa forme, qui convoque l'idée d'un systématisme et d'une sorte de validité scientifique, et dans le même temps soumise à un questionnement critique. Donc la quête de l'identité s'avère, en tout cas là encore, aporétique. En même temps, comme par sérendipité, la situation des femmes en Russie se trouve abordée. Donc, dernière œuvre que je voudrais mettre en relation avec cela, c'est une œuvre de l'artiste néerlandais Hans Eskjelboom qui s'appelle Identité. Et donc, l'artiste a chargé un de ses assistants de contacter d'anciens amis qu'il n'avait pas rencontrés depuis longtemps et de leur poser les 2 questions suivantes. 1. Quel souvenir gardez-vous de Hans Eskjelboom ? 2. Quel métier pensez-vous qu'il exerce aujourd'hui ? Donc, dans l'installation réalisée ensuite, chacun des entretiens réalisés a été retranscrit et illustré par une photographie où l'artiste prend la pose, faisant mime de pratiquer la profession que lui a attribuée la personne interviewée. Donc, à chaque fois, l'artiste se tient dans un cadre et une tenue dénotant un univers socio-professionnel bien déterminé. Il y a des reflets parce que c'est des images que j'ai prises dans l'exposition. Il apparaît ainsi en garde forestier, en agent d'entretien ou en employé de banque.
le cadrage, la frontalité des vues, où le modèle se présente en pied et fixe l'objectif, rappellent les vues d'Auguste Sander. Mais alors que ces derniers visaient à constituer une vision synoptique de la société de son temps, les images d'Eshkelboum constituent un répertoire des représentations de l'avenir possible qui lui est rétrospectivement attribué par les autres, soit autant d'alternatives à sa vie actuelle qu'il pourrait somme toute connaître si ses choix antérieurs avaient été différents. C'est comme si l'artiste néerlandais souhaitait virtuellement embrasser toutes ses destinées imaginaires, qui n'ont pas été réalisées, mais sont un peu lui-même néanmoins, comme s'il souhaitait opérer une forme de démultiplication de son existence effective, en suivant le fil d'une forme de rêverie ironique, non exempte d'une certaine nostalgie. L'approche de l'identité se fait ici aussi, comme dans les autres exemples que j'ai pu adopter, par le biais du regard des autres. La démarche d'Eshkelboum se rapproche quant à elle des essais d'histoire alternative qui foisonnent aujourd'hui. Ces textes tentent d'explorer le tour qu'auraient pu prendre les événements si certaines options avaient été différentes, conditionnant des enchaînements de faits autres que ceux qui se sont réalisés. Donc ces essais ne s'apparentent pourtant pas à la fiction, mais bien à l'enquête, puisqu'ils tentent, au travers de déductions ou sur des enchaînements possibles, de mieux comprendre la manière dont se présentaient les situations passées. Ils relèvent bien de la recherche historique, selon Ivan Jablonka, puisque cette dernière n'a pas vocation à refléter le réel, mais bien à le comprendre. Ainsi, Robert Collet relate ce qui se serait passé si Ponce Pilate avait épargné Jésus. Sans doute, écrit-il, le christianisme se serait-il épanoui dans les synagogues comme une variété de judaïsme. Donc, identité du néerlandais Eshkelboum permet d'esquisser une identité multiple, faite de tous les possibles rassemblés, comme si les choix effectués ne s'excluaient plus les uns les autres, ce que finalement nous souhaiterions peut-être tous. Il s'agit là encore de cerner son identité, cette fois dans sa pluralité, ce qui amène à concevoir la contingence des tournures que prennent les itinéraires de tout un chacun. Pour approcher le moi, le miroir que tendent les autres se présente, en tout cas au fil des exemples que j'ai pu aborder, comme une forme de passage obligé. L'être se donne comme une réalité relationnelle, contextuelle, voire conjoncturelle. Donc les 4 œuvres que j'ai envisagées consistent toutes, on l'a vu, en dispositifs faits de textes et de photographies qui exploitent soit la forme du livre, soit la forme de l'installation. Le recours à un agencement combinant des éléments hétérogènes favorise une réception de type collaborative ou active du visiteur ou du lecteur-spectateur qui est amené à prélever des indices, à émettre des hypothèses, à les interroger, mais aussi à prendre conscience des modalités selon lesquelles il effectue ces opérations. Chacune de ces œuvres se donne également, symétriquement à cet effet dispositif, se donne également comme le résultat d'un protocole qui est à la fois réfléchi et affiché comme tel. Une méthode, du grec odos, chemin, se trouve ainsi à chaque fois revendiquée. Elle est donnée à comprendre, lecteur, spectateur, qui, dans le même temps, la soumet à une forme d'évaluation, qui la soupèse. Protocole d'élaboration précis et dispositif de monstration se répondent, somme toute. Ils fonctionnent en renfort l'un de l'autre pour faire de l'œuvre une machinerie qui porte le récepteur à la réception. Dans chacun des cas envisagés, la recherche de l'identité paraît vaine, ricochant sur une diversité de représentations qui se font tout à la fois relais et obstacles. S'appuyant sur le point de vue d'autrui, la quête identitaire se termine toujours en impasse. Le sentiment de l'unité du sujet paraît illusoire. Comme l'a montré Hume, le moi ne peut s'éprouver que par le biais d'états psychologiques ou somatiques, au gré de perception du monde, mais jamais de manière intrinsèque. Le moi privé se trouve toujours cerné au travers d'un moi social.
Pour Clément Rosset, dans un ouvrage récent qui s'intitule Loin de moi, étude sur l'identité. L'identité personnelle est ainsi comme une personne fantomale qui hante ma personne réelle et sociale. L'identité est assimilée par le philosophe à une enveloppe dont le contenu est vide. Il ne saurait donc être de moi que de l'autre et par l'autre, dont l'étayage assure l'éclosion et la survie du moi. Fustigeant le narcissisme, Clément Rosset voit dans la carence originelle de toute identité personnelle une force d'accomplissement. Ainsi, selon lui, l'exercice de la vie implique une certaine inconscience qu'on pourrait définir comme une insouciance du quant à soi. En revanche, chacune des œuvres dont il a été question ici fait du récepteur un enquêteur et le pousse à s'interroger sur les positionnements et les cheminements adoptés. On l'a notamment vu par rapport à l'œuvre du groupe AES plus F. Le spectateur se trouve littéralement pris à partie pour devenir une sorte d'inquisiteur et réfléchir à ce positionnement. Les méthodes que prennent ces œuvres pour approcher le sujet relèvent de l'association, de la lecture et de la comparaison de photographies d'identité, du portrait robot, de l'entretien, du récit de vie enregistré, du jeu de rôle, soit autant de pratiques qui peuvent être employées par la police, d'autres fois utilisées par des psychologues, ou encore par des sociologues, ou encore dans le cadre de reportages qui relèvent du journalisme d'investigation. À proportion même de l'ampleur du mirage que représente l'espoir de la définition d'une identité, les œuvres révèlent l'attraction puissante de leurs auteurs pour les formes de l'enquête. Celle-ci se trouve soumise à une appréciation de type esthétique, plaisir étant pris par l'artiste comme par le récepteur à la pseudo-rationalité de leur fonctionnement. Et du coup, c'est l'ambivalence même de ces formes de l'enquête qui se trouve finalement mise en évidence et différemment par chacune de ces réalisations. Je vous remercie.